sur les hauteurs du ciel, elle plane au-dessus des terres. Elle vole dans son mu. C'est ça, un mu. C'est une pièce de monnaie qui date d'environ 3000 à 4000 ans. Et il paraîtrait que cette pièce-là serait une copie d'une pièce encore plus vieille. Pour suivre sur la même idée, en Mésopotamie, on retrouve régulièrement des genres de plateformes comme ça. On appelle les ziggourats. La fameuse tour de Babel, c'était un genre comme ça. Un ziggoura? Une ziggoura. Ils se sont fait zigouiller, hein, parce que ça a arrêté là, oui. Disons que le ziggoura en question, c'était une plateforme qui aidait les dieux à se poser sur terre. Comme une piste d'atterrissage, mais... Qui unit le ciel et la terre. Donc, les dieux s'approchaient, se posaient sur le ziggoura, et il y avait habituellement une maison, une demeure, un temple en haut. Ils pouvaient recevoir des invités, etc. Un peu comme le temple de Salomon aussi. À la prochaine... Et la tour de Babel, c'était peut-être un ziggoura que voulaient se fabriquer des êtres humains ordinaires, cheap. C'est ça. Et ils se sont fait arrêter par les extraterrestres qu'on appelait des dieux. C'est ça. Et c'était dans leur courroux. Là, le Yahvé, il avait un mauvais caractère. Il pognait un nerf, lui, c'était le cas de le dire. C'était pas placé énervant. Hein? Oui, un nerf, oui. Disons qu'ici, vous avez encore un shem. Cette fois-ci, c'est une pièce, c'est un cylindre d'imprimerie qui a été découvert en Crète, une île de la Grèce, qui date du 13e siècle avant Jésus-Christ. On voit ici le nerf, puis on peut voir à l'extrémité du nerf le feu qui sort. Ça, c'était sur un rouleau qu'on imprimait, comme ça. Ça date du 13e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ? Oui. 3000, quelques centaines d'années. Bon, ici, pour pouvoir expliquer le prochain véhicule, j'ai amené un texte qui est écrit, pour vous démontrer, c'est écrit en langue acadienne. C'est le langage cuneiforme qu'on appelle, fait avec des petits clous qu'on frappait, qu'on creusait. Okay? Pour vous montrer ce qu'ici, vous avez la terre, okay? Qui est représentée comme ceci. Les transformations qu'il y a eu, archaïques, jusqu'à assyrien, babylonien, etc., sumérien, qui a donné la prononciation qui représente la terre. Vous voyez les transformations qui se font ici, là, comme les trois secoupes, si on veut. Ici, les transformations. OK, ça a donné cure. Pour vous emmener à vous montrer un petit peu sur la prochaine, ce qui se produit. Voici un véhicule, on le voit bien ici, qui s'appelait le Easy. Les textes décrits au début, avant que ça soit transformé, comment voulez-vous reconnaître ce véhicule-là? Quand les signes sont vraiment... L'évolution des signes, ça a amené à ça. Si vous allez voir, à l'origine, les dessins primitifs représentent un engin volant. Ben, ça a l'air d'une jarre. Une jarre sur une base. Mais faites attention, les écrits racontent à peu près la même chose que Ishtar. On dit bien qu'il voyageait dans cet engin. Okay. Anciennement, chez les Sumériens, on prétendait que les dieux étaient venus du ciel. Le nom qu'on leur donnait à ces dieux-là, c'est un nom avec 2 syllabes. Première syllabe, qui est celle-ci, qu'on appelle le din, et l'autre syllabe était le gir. Donc, on les appelait des dingir. On les appelait les dingir. Si vous raboutez ensemble les 2 parties, ça vous donne quoi? Le dessin, tel comme il est là, on le retrouve sur les tablettes assyriennes, babyloniennes et sumériennes. Vous avez ici un engin volant. Le haut qu'on appelle le gir, qu'on appelait aussi l'arik marati, qui veut dire l'avanceur. Autrement dit, on peut distinguer que c'est le moteur, le véhicule qui fait transporter le din. Le moteur. Tel comme c'est là, on le trouve. Ouais. Et ces 2 parties se séparaient. Une partie restait en plein ciel, l'autre partie voyageait un peu comme les Américains, ce qu'ils font. Ça date d'environ, moi je dis environ de... Ça peut aller jusqu'à 8, 9 et 10 000 ans. Eh bien, ta recherche, Léon, c'est à travers tous ces textes sacrés. Est-ce que finalement, je sais pas, moi, ça va t'amener la recette de comment fabriquer des soucoupes volantes? Hein? Parce qu'il n'y a pas dans ces textes-là des endroits où on explique comment on les fabrique. Oui, tu sais, quand on parle de la fournaise ou de la manufacture, quels matériaux sont utilisés? Disons que certains textes anciens, comme le sanskrit ou certains livres, on précise comment étaient fabriqués les vimana, les harata. Éventuellement, dans une émission future, j'en parlerai de ça. Oui. Le nom. Et c'était mu par quelle énergie? On prétendait que c'était le rasa, un genre de mercure. Oui. Qu'on appelait le miel, un peu le miel des dieux, ces choses-là. Un genre de carburant qui était quasiment inépuisable. On pouvait faire des grandes randonnées. Puis chez le peuple de l'Inde, on raconte qu'il y avait 2 catégories d'engins volants.
une catégorie qui était réservée pour les dieux et l'autre catégorie qui était réservée tout simplement pour le peuple en général. OK. Les gens d'hélicoptères qui vont pas tellement haut, là, ces choses-là. Ah oui, c'est ça. Les Rolls-Royce puis les Volkswagen. Oui, Croyez-vous aux extraterrestres? Bon, on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises. J'y crois. Maintenant, il faut savoir que le concept d'extraterrestre est un peu un fourre-tout. Alors, on y met toutes sortes d'entités, que ce soit des entités des plans invisibles, des entités des plans visibles de d'autres origines. Enfin, il faut vraiment être très sérieux lorsqu'on étudie le phénomène et discerner justement ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ouais. Comment distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais? Bon, ça, c'est une très bonne question. Vous êtes là pour ça. C'est une très bonne question. Vous suivez bien l'émission? C'est une chose qui est quand même relativement difficile. Ouais. Et je crois que le meilleur moyen de le savoir, c'est de juger d'abord le message à ses fruits, d'une part, et ensuite au contact qu'on aura avec ces entités. Lorsqu'un être est de lumière, on a une énergie de lumière. Ça se ressent. Il y a une présence, il y a une certitude qui s'établit. Alors que s'il n'y a pas cette certitude, bien, il faut au moins user de discernement, c'est-à-dire y aller doucement, tester les esprits. Hein. Saint Jean disait, ne croyez pas tous les esprits, mais testez s'ils sont de Dieu. Alors vérifiez les fruits qu'ils portent. Les fruits. On juge toujours l'arbre d'après les fruits. Mais comme je rajoute toujours, ne jugez pas l'arbre d'après un seul fruit. Car sur une branche, il peut y avoir un fruit qui a été atteint, mais tout le reste peut être bon. Autrement dit, ne jugez pas une église d'après un prêtre ou un ministre. Christ, la vague des ténèbres, les armées de l'ombre qui ont envahi le monde. Ces armées de l'ombre, vous les voyez à l'œuvre avec les faux prophètes. Vous les voyez à l'œuvre avec les manifestations d'extraterrestres qui sont troubles, qui ne laissent pas une bonne impression, qui laissent comme un arrière-goût. À cela, les chercheurs de lumière de cette planète, les hommes et les femmes qui ont pris conscience que la vie c'est autre chose que ce que l'on rabâche dans la religion, que c'est autre chose que cette maladie qu'on appelle la pollution mentale. Il y a la pollution terrestre, la pollution mentale est pire que tout. Eh bien, ceux-là qui veulent que le monde change, sincèrement, au fond d'eux-mêmes, et qui sont prêts à changer eux-mêmes, eh bien, ceux-là sont, je dirais, légion actuellement. Et ils se réunissent par groupe, ils se réunissent par affinité d'âme. Et il se trouve que nos guides de lumière, en dehors des écoles, 11 écoles mystiques traditionnelles, ont inspiré certains êtres. Dans le monde, il y a plus de 200 personnes qui ont reçu les mêmes messages et qui ne font partie d'aucune école. Mais leur message est toujours le même. Ils préparent l'humanité au changement de l'Apocalypse. Et ils préparent ceux qui sont suffisamment, prêts sur le plan évolutif, sur le plan vibratoire, pour aider à ce changement. Vous nous parlez des 11 écoles de ces guides de lumière, et vous savez que la plupart des gens qui sont venus à vos conférences ont posé beaucoup de questions sur ces fameuses 11 écoles. Oui. Et la question qui est revenue souvent, c'est à savoir, est-ce qu'au Québec, il existe une de ces écoles? Je vais vous répondre franchement. Nos guides de lumière nous ont enseigné que, en fonction de leur retour sur la Terre, pour préparer le monde à la descente christique, au retour christique dans les cœurs, ils ont fondé ces 11 écoles. L'école la plus importante est l'école de langue française, qui se situe dans l'est de la France. La plus importante en mission et en nombre d'étudiants. Maintenant, il y a une école au Canada qui a été créée. Je suppose qu'elle est au Québec, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais vous pouvez nous conter l'anecdote qui vous a mis la puce à l'oreille qu'il y avait effectivement une école au Canada? Alors, je vais la compter, mais avec une petite parenthèse qui fera sourire certains, mais qui est de rigueur. Pourquoi? Un jour, nous étions réunis en 1977 dans notre école, dans l'est de la France, où nous nous réunissons 2 fois par an. Et à ce moment-là, notre instructeur nous a dit, depuis le temps que je vous parle de mon initiateur, il est aujourd'hui exceptionnellement parmi nous. Et il s'est présenté à nous. Il n'est pas né sur cette planète. Ce n'est pas un humain, au sens humain du terme, né d'une femme de cette planète. Il est né ailleurs. Et cet homme extraordinaire a un aspect humain, bien entendu. Il est comme nous, seulement il a un rayonnement que nous n'avons pas encore.
Il émane de lui une énergie de bonté, d'amour, de force, de certitude qui est extraordinaire. Et cet homme venait du Canada et il avait au revers de son veston un badge représentant le drapeau du Canada. Alors, pour l'anecdote, n'allez pas tous vous promener avec un badge autour du veston et pour que les autres vous prennent pour un guide de lumière. C'est ça que je veux dire. Oui, parce qu'il y a quand même des petits malins qui pourraient essayer d'utiliser cette circonstance pour créer un trouble. Tout simplement, il venait du Canada, il aime beaucoup ce pays. Pourquoi pas, après tout, hein, on peut très bien aimer le Canada, c'est pas interdit. Alors il a pris un badge avec le drapeau du Canada. Pour vous dire qu'ils ont une vie qui ressemble à la nôtre, qui sont capables d'éprouver quelque chose, ce ne sont pas des êtres de bloc. Comment les guides de lumière peuvent-ils entrer en relation avec les êtres humains? Bon, alors tout d'abord, ils ont des relations privilégiées avec leurs 11 instructeurs et avec ceux qui sont pressentis dans ces écoles-là pour se révéler être les chefs de demain, qui seront investis d'une autorité divine et qui seront imposés, si je puis m'exprimer ainsi, la volonté divine par la révélation de la connaissance, parce qu'eux l'exprimeront, cette révélation. En dehors de cela, ils peuvent se manifester dans notre sommeil. D'ailleurs, lorsque nous avons nos réunions, nos amis nous disent « Salut à vous, petits frères, petites sœurs de la terre, nous saurons vous retrouver dans vos sommeils respectifs. Que la paix, la source de tout amour, soit en vous et autour de vous au nom du Christ. » Donc, ça veut dire que dans notre sommeil, notre âme peut entrer en contact avec ces guides de lumière et recevoir soit un enseignement, soit des précisions, soit une formation. C'est l'analyse rendue officielle dans le journal La Presse du 1er mai 1992 de l'OVNI qui était au-dessus de la place Bonaventure à Montréal. On en avait fait beaucoup péter à ce moment-là. On avait eu des témoins qui étaient venus parler sur l'émission. Alors là, c'est un article qui est très éloquent, oui, très éloquent sur l'analyse qui a été faite. Bon, l'analyse, rappelons-le, c'est Bernard Guénette, Montréalais, qui travaille en une sorte de simulation sur ordinateur pour de l'urbanisme ou de l'architecture, avec le Dr Heinz aux États-Unis, un spécialiste de l'optique qui a travaillé à différents projets très importants et qui travaille comme consultant également pour MUFON. Donc, Heinz et Guénette ont produit un excellent rapport, solidement étoffé, bien documenté, à partir de documents, dont certains documents que j'avais moi-même fournis à Guénette, sur notamment les rapports de la GRC et de la police de la CUM sur le sujet. Donc, ce rapport merveilleusement étoffé fait état d'un objet circulaire qui se serait tenu au-dessus de la place Bonaventure. Un objet? Un objet, évidemment. Le rapport parle d'un objet. C'est pas un reflet de lumière? Non, on ne parle pas ici d'un reflet. On parle définitivement d'un objet. Oui. On peut presque à coup sûr, à 99,9% prétendre à l'existence, à la présence d'un objet immobile au-dessus de la place Bonaventure. On pourrait l'appeler une soucoupe volante? Je n'irai pas jusque-là. Je vais laisser Richard Glenn le dire, mais Christian Page ne s'engagera pas sur cette voie-là. On parle ici là, de plusieurs... on parle près de 1700 pieds de diamètre, donc c'est pratiquement un terrain de football. Même c'est plus grand qu'un terrain de football suspendu. Apparemment circulaire, puisque le témoignage des gens fait état d'une série de lumières autour de l'appareil, de l'objet du moins. Vous appelez toujours pas une soucoupe volante, ça, là? Non, on parle d'un phénomène, une couronne lumineuse. J'utiliserais le terme de couronne lumineuse. Mais enfin, c'est ce que les gens ont rapporté. On parlait de quelque chose de circulaire avec des lumières. Je pense que du rapport Guénette, il y a un élément qui est très intéressant. C'est qu'il y a eu un effet électromagnétique quelconque, puisqu'il y a eu panne d'électricité. Non, le rapport Guénette ne mentionne pas, ne fait pas cette association-là, parce qu'il n'y a peut-être aucun rapport. C'est comme... on pourrait prétendre, on dit, oui, lorsqu'il y a eu l'observation de l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, est-ce qu'il y a eu un accident d'automobile à Montréal? Il peut y avoir concomitance entre les deux faits. Il peut peut-être n'y avoir aucune concomitance. Parce qu'il y a eu une panne d'électricité, à quel endroit? Il y a eu une panne d'électricité à la base militaire de Longue-Pointe pour la nuit en question. Oui. Mais rien nous prouve qu'il y a association entre le phénomène de l'OVNI observé. Mais ça, c'est pas au moment où l'OVNI était au-dessus de la place Bonaventure, mais c'est au moment où l'OVNI s'en allait. On a peu de temps avant que la base de Longue-Pointe rapporte cette interruption de courant. Un témoin aurait prétendu avoir vu l'objet se déplacer en direction de la base militaire de Longue-Pointe. Et là, il y aurait eu panne d'électricité. Et peu de temps après, dans les minutes qui suivent, on parle d'une panne d'électricité.